un grand merci pour ce moment d'émotion, je pense, pour pas mal d'entre nous. Et donc, je vais lancer la discussion. Alors, peut-être justement profiter de votre présence pour parler déjà de l'objet film lui-même dans un premier moment. Tout bêtement, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment le projet est né? Et puis, et aussi, j'ai envie de dire, comment vous avez construit ce documentaire. J'imagine que vous avez des centaines d'heures de prise. Et parce que je pense que quand un film touche, c'est qu'il y a une forme de résonance entre le propos et la forme. Et là, on voit bien, il y a un travail fin d'alternance entre des moments plus poétiques et des moments plus didactiques, etc. Ce que je trouve qui est vraiment très réussi. Mais aussi, on voit qu'il s'ouvre sur votre visite à la maison de Papizane, et il se ferme aussi dessus. Donc j'imagine qu'il y a un sens aussi particulier à encadrer, j'ai envie de dire, le documentaire par cette scène spécifique et représente. Enfin, donc voilà. Oui, effectivement, c'est ce qu'on a arrêté au début du film, puisqu'on voit Joanie et Nomiko qui vont de la maison de Papizane, la séquence qui est reprise à la fin. Que de souvenirs, que d'émotions. J'avais pas revu le film depuis très longtemps. Et j'étais moi-même surpris par des points de montage et l'alternance de certaines séquences. Oui, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une histoire partagée vieille de 20 ans avec Joanie. On s'est rencontrés en 2004. Il y a eu un premier film en 2009 qui s'appelle Maître de chant diphonique. C'est balbutiement, si je peux dire, de Joanie en tant que diphoneur et chercheur. Apprenti, oui, puisque là, effectivement, on est au cœur de la transmission. Il l'a appris par le berger de Serendava, qu'il avait appris lui-même par son père et son grand-père. Et aujourd'hui, Joanie se retrouve à transmettre à l'Institut international de musique du monde à Auvergne ou à Rennes 2. Enfin, il y a toute une chaîne autour de la transmission. En tout cas, il y a eu ce premier film en 2009. C'est un petit peu les préambules de l'histoire qu'on voit. Là, il y a 12 musiciens. En 2009, il y avait une tournée avec 4 musiciens. Profils différents, un berger, le prof d'université, etc. Voilà. Donc le film s'est construit, on s'est rencontrés en 2004. On a mis 5 ans pour monter le film. Trouver des financements. À l'époque, chant diphonique, c'était pas trop en Europe, c'était assez inconnu. Aujourd'hui, c'est vrai que ça l'est plus, en tout cas. Voilà, en tout cas, le film a mis 5 ans à se monter. Ce premier film a effectivement permis de faire le deuxième 7 ans plus tard. Voilà, donc là, effectivement, on l'a construit entre la tournée en Mongolie et en France. Voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Je sais pas, justement sur Papizane, peut-être qui sert un peu on voit qu'il a une place particulière. Alors, de fait oui. Il a une place particulière déjà dans les diphoneurs, ouais, parce que c'est le seul qui vient de l'extrême ouest de la Mongolie, qui diphone pas de la même manière. Et puis bon, ce qui n'est pas prévu sur un tournage, on a affaire à la veille de son départ, où il nous fait un malaise. Voilà. Après, bon, on a du matériel en montage, on compose avec, et c'était pour lui rendre hommage avant tout, de construire ce film à travers le parcours et le diphoneur qu'il est différent par rapport aux Mongols, puisqu'il y a toujours, il est mongol aussi, mais Joanie va vous raconter ça, ou Nomiko, il y a toujours un petit peu une différence quand on vient d'une région de la Mongolie ou une autre. On ne diphone pas de la même manière, on revendique des origines différentes, des traditions différentes. Donc voilà, en tout cas, c'est vrai que j'aurais pu l'écrire de différentes manières, mais j'ai choisi le focus à travers de Papizane, ouais, effectivement. Merci. En fait,
Avec Jean-François, on s'est rencontrés effectivement en 2004. Moi, je ne savais pas encore vraiment où j'allais. Enfin, j'avais envie d'aller vers là-bas plutôt. Et je commençais à m'intéresser à l'ethnomusicologie et à apprendre cette technique vocale. Et lui était en train de tourner en fait un autre documentaire dans lequel il se trouve que j'ai été impliqué sans le vouloir, puisque j'étais avec une asso franco-mongole qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait Tamga, et en train d'aider les bénévoles de l'asso à poser une yourte sur un festival sur lequel Jean-François était en train de filmer l'autre documentaire. Et je ne sais comment, en fait, il avait entendu parler de ma passion pour le chant diphonique, alors qu'elle était vraiment relativement naissante. Et au café, il me dit, écoute, ça te dit que je te suive caméra à l'épaule Alors moi, déjà, je ne savais pas encore comment j'allais gérer un micro et un appareil photo sous la yourte, parce que je n'étais pas encore parti là-bas. Je lui ai dit, on va attendre et on en reparlera. Et effectivement, en fait, on a eu une relation d'échange pendant les 5-6 premières années avant de tourner, pendant lequel, voilà, à chaque fois que je revenais de ce qu'on appelle le terrain en ethnomusicologie, là où je fais mes investigations, mon apprentissage, je revenais, Jean-François me posait plein de questions, il laissait tourner un magnéto, il filmait rien du tout. Il a fait vraiment un travail de documentation journalistique très profond. Et en 2006, donc 2 ans après notre rencontre, je crée l'association Route Nomade pour pouvoir justement permettre un pont, un échange. Et plutôt que moi, en tant que blanc occidental, qui va vers une culture, qui revient et qui commence à produire de la transmission, parce que je commençais à en parler dans des cours, dans des séminaires, écrire des papiers, qu'est-ce qu'ils avaient en échange là-bas. Donc l'idée, c'était d'inviter mes maîtres à transmettre eux-mêmes dans leur propre langue ici. Voilà. Puisque tout le monde ne peut pas forcément aller là-bas, et ça partait d'un déclic tout simple. J'avais envie de partager ma passion pour cette musique, c'est tout. Je trouvais ça génial, donc je me dis autant en faire profiter les autres. Mais c'est parti vraiment de quelque chose de très très simple, une pulsion comme ça. Et donc 2006, on crée Route Nomade, et donc j'invite pour la première fois mon maître et son fils, Tserandava et Tsotgerel, en tournée. Et donc là, Jean-François se dit, je commence à vous suivre avec la caméra. Nous, on se connaissait déjà depuis 2 ans, et donc il a eu une présence aussi journalistique très discrète pour vivre l'ambiance, l'histoire. Il nous a suivis sur toute la tournée pratiquement, enfin sur la majorité des dates. Donc on a des archives dès les débuts de notre structure, qu'on n'a pas du tout utilisées d'ailleurs dans les films. Chemin faisant, c'est en 2009 quand j'ai eu l'idée de réunir 4 maîtres de chant diphonique sur un plateau pour parler de cette musique davantage, un projet ethnomusicologique, réunir des maîtres pour les faire parler de transmission, mais aussi de leur musique, en les réunissant côte à côte à travers un spectacle. Jean-François s'est dit, c'est là que je filme en fait. Comme il les avait déjà vus en tournée auparavant, le fait de les raccompagner vraiment dans la réalisation du film en 2009 était très facile puisqu'ils le connaissaient déjà. Et dès l'instant où on est parti en Mongolie ensemble, l'été qui a suivi la tournée, les portes, en tout cas chez ces 4 personnes, étaient grandes ouvertes. Et comme ces musiciens sont des grands maîtres là-bas et donc des véritables passeports dans le milieu, en fait, on a pu faire le tournage comme si moi j'étais sur mon terrain, en fait, comme d'habitude, quoi, sans changement spécifique. Et donc c'est suite à ça, donc 10 ans après, que Voyage en Diphonie est arrivé. Dans Maître de chant diphonique, moi je me pose des questions sur la recherche, mais on donne assez peu de réponses sur cette musique. C'est plus une relation entre 2 cultures. On est dans la rencontre et la découverte de cette musique en quelque sorte. Et puis la présentation des individus qu'ils sont dans la tradition, ça on les rencontre vraiment. Et dans Voyage en Diphonie, il y a en partie les résultats de la recherche qui sont amenés, puisque ça a été tourné après la thèse, donc il y a déjà un recul, etc. Et voilà, donc le lien entre les 2 films. Donc effectivement, on se connaît depuis 20 ans. Ouais. Et alors justement sur le commis, enfin je ne sais pas si je prononce mal, mais probablement. On voit qu'il y a différents modes de transmission qui sont présentés. Alors il y a les transmissions. C'est très intéressant cette idée que certes il faut l'enseigner, mais quand on l'enseigne en fait on perd le lien avec la nature, c'est-à-dire la créativité. Et donc ça, je trouvais ça très intéressant. Si vous pouvez revenir là-dessus, ce serait super. Et alors, sur votre autre mode de transmission, qui est cette anthologie,
Ça, c'est là, pour le coup le côté vraiment patrimonialisation du Komi, etc. Alors, ma question toute bête, mais pour comprendre la place aussi du Komi en Mongolie, c'est pourquoi ça n'avait pas été fait avant? Quelle hypothèse vous faites sur pourquoi il a fallu que ce soit vous, hein? Et donc, quelque part, est-ce que c'est des enjeux de compétition? C'est pas, voilà. Et donc, C'est une bonne question. Pourquoi ça n'a pas été fait avant? Comme bien des choses, en fait, avec les musiques de tradition orale, elles sont là, elles sont véhiculées par les maîtres, les élèves, la pratique professionnelle, la pratique amateur, les groupes, enfin toutes sortes de musiciens et de personnes qui sont dans cette sphère. Pourtant, il y a des initiatives pour valoriser cette musique en Mongolie depuis longtemps. C'est rentré dans l'enseignement académique avec le professeur Otsourine qu'on voit surtout dans Maître de chant diphonique d'ailleurs, mais qu'on voit à l'image tout au long nous accompagner. C'est le 20e anniversaire de... Oui. Oui, pardon, c'est juste pour compléter. En fait, d'ailleurs, c'est cette année, c'est le 20e anniversaire de transmission institutionnelle du Komi en Mongolie. d'accord. Initié par Otsuren. En fait. Ouais, c'était là ces jours-ci. Merci. Et en fait, on s'est retrouvés. Donc, moi, j'ai fait beaucoup de collectage. J'ai essayé de comprendre d'où vient cette musique, qui fait cette musique, qui s'intéresse à cette musique, enfin, pour répondre à deux questions toutes bêtes. Pourquoi les Mongols font ça? En fait, ça part d'une question très simple, mais ensuite, ça nous emmène par bien des chemins et des rencontres. Et en fait, pour ça, je me documentais depuis la France et l'Allemagne avec la communauté mongole artistique résidente là-bas, en lisant les notices de disques pour repérer les noms des musiciens, les noms des techniques, et puis voir voilà, toute la documentation qui était à disposition. Et donc il a fallu rassembler des dizaines d'enregistrements pour avoir une vue assez globale en fait, sur la diversité de la pratique de cette musique. Donc je commençais à avoir une vision de plus en plus large, puis en allant sur le terrain, en rencontrant les musiciens dont les noms étaient écrits dans les notices. Ensuite, j'en savais davantage. Enfin, j'arrivais à tresser comme ça une espèce d'arbre généalogique de la transmission. Il y a des familles principales, etc. Puis il y en a d'autres qui viennent de l'extérieur, mais qui vont amener quelque chose d'important dans l'histoire de cette musique. Et il fallait quand même réunir un certain nombre de données pour avoir une vision anthologique justement. Et donc avec Nomindari, entre 2009 et 2010, on a travaillé avec la Commission nationale de la Mongolie pour l'UNESCO pour ce projet d'inscription. Et en fait, voilà, en parlant de vision large, ils avaient fait appel en fait à une équipe et notamment un musicien qui s'était chargé de rédiger le dossier. Moi, il m'avait à l'origine demandé de traduire en français, parce que l'UNESCO, la maison mère est en France, donc pour ce dossier-là, il est important, c'est bien si on fait en mongol, en anglais et en français sur ce coup-là. Je dis d'accord. En tant que jeune spécialiste, apprenti, bon voilà, il me demandait juste de traduire, il m'avait pas demandé mon avis. Sauf que je lis le dossier, on était à 15 jours de la soumission, et en fait, j'étais pas d'accord avec 75% de ce qu'il y avait écrit. Donc je leur ai dit très gentiment qu'en fait, je voulais pas que mon nom soit associé à ça. En fait, je me permettrais pas de traduire. Sur quelle thématique c'était faux? Enfin, en fait, le musicien avait mis sa vie, son œuvre, et c'était très incomplet. Il y avait une carte, la géographie de la pratique, il manquait les 3 régions principales. Enfin, il avait bien mis en avant ça s'alignait à lui. Si je peux me permettre, juste pour compléter en fait, parce qu'à l'époque il y avait Otsuren par exemple, le professeur de l'université des arts et de la culture qui était impliqué dans ce dossier. Il y avait aussi d'autres chercheurs, etc. en fait, mais effectivement, par rapport aux autres chercheuses et chercheurs en Mongolie, la recherche de Giovanni, je voulais pas, c'est pas pour jeter de fleurs à Giovanni, mais il avait une vision beaucoup plus large. En fait, comme il vient de l'extérieur, il voit le tout vraiment en fait de manière très large. Et il faut dire aussi cette réalité que le milieu chant-diphonique, c'est quelque chose d'assez compétitif. C'est pas du tout un art collectif. C'est plutôt, avant tout, c'est solo, quoi. Donc en fait, il y a sa richesse et il y a aussi cet effet un peu non, c'est moi qui est le meilleur. À côté, non, c'est pas le diphonie, etc. Donc vous voyez un peu
cette ambiance un peu concurrentielle qui n'aide pas forcément à une cohésion qui peut favoriser en fait une collaboration collective qui peut permettre justement des documentations qui donnent un aperçu général sur la tradition. En fait. Je pense qu'il y a une partie voilà, comme ça. Et comme Joanie, en plus en Mongolie, voilà, c'est pareil, un peu culturel, on a aussi cette habitude un peu chauviniste, oh cette région, c'est le berceau du chant symphonique, non, à côté c'est pas ça, etc. Donc on a cette habitude, il est un peu partout, en Mongolie, donc on a des terrains un peu pas très favorables pour la cohésion en fait sur le champ symphonique en ce qui concerne la Mongolie. Et donc Joanie, il arrive avec tous ses bagages et comme il vient pas d'un village connu de chant symphonique, etc. Il n'a pas cet attachement qui peut justement créer quelque chose de mûr en fait. Oh non, c'est le meilleur. Il n'y a pas de priorisation dans sa tête en fait. Okay. Il arrive avec tous ces recherches, en plus comme en tant que chercheur étranger, voilà, en arrivant en Mongolie, au niveau de vie en France, entre la France et la Mongolie, c'est pas le même. Donc voilà, il a bossé pendant l'été dans des usines pour pouvoir faire ses travaux en Mongolie, etc. Mais du coup, il a pu voyager un peu partout. Il a eu des bourses, plusieurs bourses, mais quand même, voilà. Donc il avait plus d'accessibilité aussi à des recherches, etc. C'est juste pour dire qu'en Mongolie, on a des chercheurs et des chercheuses qui ont travaillé sur le chant symphonique, mais c'est assez peu nombreux. Déjà, la population, c'est tout petite, c'est juste 3,5 millions d'habitants. C'est l'habitant entier de Bretagne sur une surface qui fait 3 fois la taille de la France, quoi. Donc c'est... Du coup, la chant symphonique, c'est déjà le niche. Et si on cherche des chercheurs, c'est encore plus petit, etc. Et donc, voilà, heureusement, il y avait Joanie qui arrive. Non, mais, moi, j'arrivais de Rennes, effectivement, donc j'avais aucun intérêt à favoriser ma pratique à Rennes face à la leur dans leurs différents villages. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que en faisant ce travail de collectage, puisque du coup le secrétaire général de la commission de l'UNESCO nous a demandé du coup si je serais d'accord pour refaire le dossier. Okay. Je lui ai dit moi j'étais venu pour mes recherches, donc j'espère qu'il y a du temps. Il fait faut soumettre avant 15 jours. Donc autant vous dire qu'on a peu dormi parce qu'il fallait vraiment tout retravailler. Les documents audiovisuels aussi, etc. Et c'est là, en fait, en faisant ce travail, c'était en plein hiver à Ulaanbaatar, que je me suis rendu compte qu'il n'existait pas de documentation en fait, qui permettait d'avoir une vision globale de ce que c'est que cette pratique, en fait, dans sa richesse, sa diversité. D'où l'anthologie. Et on aura mis ensuite 6 ans à la faire, le temps d'aller voir tout le monde et de fédérer tout le monde, parce que en fait c'était compliqué. Mes maîtres par exemple étaient persuadés qu'un disque entier serait consacré à leur vie et leur œuvre. Donc quand on est venu leur dire que Buddha Music acceptait de faire un double disque et qu'il serait 40 dessus, ça allait être compliqué à négocier. Ils pensaient qu'il serait sur la pochette du disque, etc. Enfin, donc on a dû traverser aussi des rencontres, des discussions avec différents individus. C'était absolument passionnant dans tous les sens du terme. De recherche de financement, construction de projets, ça prend énormément de temps. À l'époque, on était étudiants aussi, et donc on est allé frapper des portes un peu partout, en France et en Mongolie. Et même si on espérait quand même un peu de collaboration de la part de la Mongolie, on s'est vite rendu compte que c'était un peu la perte de temps, parce que effectivement, il y avait cette idée un peu le réappropriation de projets de la part des politiciens pour faire quelque chose complètement différent sans forcément suivre la ligne éthique de notre projet, mais surtout un peu népotiste, etc. Quoi. Donc c'est pour ça en fait ça nous a pris 7 ans en fait pour réaliser ce projet. Peut-être pour approfondir un point sur la pratique actuelle en fait du komi, où il est chanté en fait concrètement en Mongolie aujourd'hui. Et puis je me suis demandé, c'est pas associé à un rituel particulier, ce qui est un moyen de transmission aussi classique, c'est-à-dire si ce chant-là était associé à un rituel, tant que le rituel se perpétue, le chant se perpétue avec. Et voilà, donc est-ce qu'il a une place, est-ce qu'il est chanté à des moments particuliers, ou à part, on va dire, les spectacles, à part là j'ai bien compris qu'il y avait une... voilà. En fait, il y
il y a deux modes de transmission principaux qui cohabitent. Il y a la transmission rurale, avec un maître en tout cas, ou un musicien référent, et puis son entourage, ses élèves. On peut trouver donc ça c'est vraiment l'école de la maison, Gelin Sorgur, et donc c'est au rythme de l'élève en fait. Si le maître entend dans la voix de l'élève qu'il a compris quelque chose, c'est-à-dire que son timbre vocal a changé, s'est transformé et s'est enrichi, dans le but de générer de plus en plus de fréquences dans lesquelles on va tailler pour faire ressortir des harmoniques. Parce que c'est ça qu'on cherche. En fait, vous parlez de chant, mais effectivement, parce qu'on dit chant diphonique. Je ne vais pas revenir sur l'origine de ce terme, parce que c'est assez long, mais c'est intéressant historiquement, parce que pour les Mongols, en fait, ça n'est pas un chant. Ça s'appelle du homi, ça veut dire littéralement pharynx. Donc on pourrait dire du pharynx, voilà, et on pharynx, et ce sont des pharynxeurs. Alors moi, on utilise le néologisme de diphoneur, diphonneuse dans le film pour que ça nous parle davantage et faire le lien avec l'histoire de ce terme de chant diphonique qui a été développé au début des années 70 par des chercheurs en fait français, Émile Leib, Gilles Léoto, puis Trang Quangai, pour mettre des mots sur un phénomène vocal qu'ils avaient beaucoup de mal à comprendre au départ, et même à se représenter, de concevoir qu'une personne seule puisse faire plusieurs sons simultanément avec sa voix, au début des années 70. Alors qu'on connaissait déjà la musique indienne, il y avait déjà des termes, on gardait les termes vernaculaires pour parler de la musique indienne, hein, même depuis les années 60 avec Alain Danielou, mais quand cette musique-là, elle est arrivée au laboratoire du Musée de l'Homme, dans un département d'ethnomusicologie qui avait quand même l'habitude d'entendre des sonorités improbables pour l'époque, alors qu'aujourd'hui ça paraît banal d'entendre des sons comme ça, on entend toutes sortes de sons grâce à Internet. À l'époque, c'était quand même assez fascinant de voir que pour eux, c'était difficilement concevable qu'une personne puisse faire tous ces sons-là ensemble. Et les gens, les chercheurs, et des chercheurs connus, hein, nos professeurs et d'autres, pensaient qu'il y avait un problème sur l'enregistrement à l'époque. C'est quand même assez fascinant. Certains ont dit, à Roberta Maillon, à Trang Quangai, qui ont découvert les premiers enregistrements au laboratoire, qu'il y avait un gars qui jouait de la flûte dans la yourte d'à côté. Et elle disait, non, je vous jure, il était seul devant mon micro, etc. Et donc, le temps de prendre conscience de ça, l'arrivée du sonographe pour lire le spectre du son au Musée de l'Homme à la même période coïncide, et donc ils passent l'enregistrement et ils lisent les premiers spectres, les premières analyses spectrales de chant diphonique. Et donc voilà, de chant diphonique. Émile Leib dit à Trang Quangai, il s'agit bien d'un chant diphonique, parce que cette personne fait un bourdon vocal, une mélodie d'harmonique et des sons divergents simultanément avec sa voix. Mais on a mis le mot chant dessus. Alors qu'en fait, les Mongols ne considèrent pas ça comme un chant. C'est une technique vocale, effectivement, c'est une manière de vocaliser, connectée à la nature, en dialogue avec la nature, l'environnement, les esprits maîtres des lieux éventuellement, mais pas que. Mais voilà, c'est une musique de berger, des steppes de montagne. Et au départ, la transmission, c'est simplement en lien avec l'imitation des sons de la nature. Et ceux qui voulaient l'apprendre avant les années 50, 60, avant que cette musique arrive sur scène, c'était simplement en imitant son voisin, en lui posant une ou deux questions. Tu fais comment avec ta langue, tes lèvres? Bon, voilà, tu fais comme ça. Mais il n'y avait pas de méthode et de cours. C'est ça qu'il faut imaginer. Et à un moment donné, c'est la transmission orale. Mais ceux qui sont devenus mes maîtres ont eu l'envie de développer une pédagogie particulière pour rendre cette pratique plus accessible. Et donc, il y a des écoles vraiment de tradition qui ont commencé à se créer dans l'ouest de la Mongolie, et à partir du début des années 2000, progressivement s'institutionnaliser à Ulaanbaatar, à l'Université des Arts et de la Culture notamment. Puis par la suite, dans des petites écoles privées, même dans des centres culturels, avec des rendez-vous, des workshops en fait, plus formels, avec les maîtres en question, qui du coup s'adaptent au modèle forgé par Ulaanbaatar et le transposent à la campagne. Ce qui change aussi la donne dans la manière de transmettre cette musique. Donc aujourd'hui, il y a ces modes de transmission qui coexistent, et on peut aller
s'inscrire dans cette classe de Homi à Ulaanbaatar, comme on déciderait d'aller apprendre le violon, quoi. Ça vient plus d'un environnement dans lequel on baigne dedans, c'est là, c'est mon oncle qui le fait, ma tante, c'est les voisins, et j'ai envie d'aller vers ça parce que ça fait partie des AOC de ma région, et j'ai envie de défendre mes valeurs, ou c'est la musique de ma famille et je veux la perpétuer, mais aussi simplement parce qu'il y a des jeunes qui trouvent ça cool, ou qui aiment cette musique, ça fait partie des valeurs aussi de la musique mongole, et ils ont envie d'aller plus loin. Mais sur 3,5 millions d'habitants, il faut imaginer qu'il y a quoi, 500, 600 individus maximum qui le font. Alors qu'à l'étranger, ça fait partie des stéréotypes de la Mongolie, même pas que de la musique. Il y a Gengis Khan, il y a le chamanisme, il y a le pays du ciel bleu, de la steppe verte, enfin toutes ces choses-là. On a des images quand même très, des images d'Épinal de la Mongolie, et quand on en vient à la musique, il y a la Mölenrör, la vie à la tête de cheval, et le Homi. C'est ce que les étrangers d'ailleurs connaissent le plus. Alors qu'en fait, je ne dis pas que c'est ce que les Mongols pratiquent le moins, mais il y a plein d'autres formes de chant, pour le coup de chant, vraiment chanté avec du texte, des mélismes, des répertoires comme les chants courts, les chants longs, qui sont partagés par à peu près tous les Mongols, mais qui sont vraiment méconnus ici. Alors pourquoi les étrangers s'y sont intéressés davantage ? La réponse, elle est assez simple, c'est parce qu'on n'a pas d'équivalent dans notre culture, en quelque sorte. En tout cas, on va dire en Europe. Et donc, c'est ce qui a fasciné. Et donc, les politiques culturelles, quand on a commencé à décider de garder cette musique-là sur scène à la période soviétique, eh bien, on a favorisé cette musique plus que d'autres, au détriment d'autres répertoires, d'ailleurs. Et donc, depuis, c'est devenu un art de scène, d'ailleurs, très impressionnant. Et moi, quand je suis arrivé à cette musique, c'était par les enregistrements, mais aussi les concerts des musiciens présents en Europe. Donc j'ai vu les fameux groupes Ekshiglen, Altahangai, enfin pour ceux qui connaissent. Sinon, vous irez voir. Maintenant, c'est partout en ligne, évidemment. Et j'ai eu l'occasion de la chance de côtoyer ces musiciens. Les deux solistes, d'ailleurs, de ces ensembles sont dans le film. Amra et Ganzorig, on les voit souvent. Et donc j'avais une vision très virtuose de cette technique vocale, à tel point que quand je suis arrivé en Mongolie pour la première fois, pour mes premiers terrains de recherche, l'été 2004, j'ai enregistré les premiers bergers que j'ai pu rencontrer dans l'Altaï. J'ai eu la sensation d'être déçu. J'avais le casque sur les oreilles, j'avais les musiciens en face de moi, alors on me dit « ouais, tel maître, etc., va le voir ». Il me parle de sa musique, il dit fun, je me disais « mais en fait, il n'arrive pas à en faire ». En bon occidental formaté que j'étais. Parce que j'avais lu 30 ans de production sur le sujet, où on me disait c'est une personne qui module une mélodie d'harmonique, etc. J'avais du mal à entendre la mélodie d'harmonique, puis je me représentais ça à l'occidental. Et alors qu'en fait, j'étais complètement à côté de la réalité autochtone de cette musique. Mais ça, j'ai mis 10 ans à faire marche arrière et à le comprendre. Et surtout à comprendre que ce qui était sur scène, c'était pas l'origine de cette musique. Donc il a fallu remonter toute la chaîne en arrière. Alors, du coup, ça, c'était très intéressant, parce que quand on parle de transmission... Pardon, j'ai tenté. Faites attention quand vous posez des questions. Quand on parle de transmission, voilà, on parle d'une musique, mais en fait, elle a plusieurs facettes. Et j'essaye de toutes les aborder, en fait, aujourd'hui. Voilà. Non, je voulais dire donc, si on élargit un peu du coup à la patrimonialisation de la culture mongole, en quoi le Homi vous semble particulièrement refléter d'autres processus qui peuvent se passer dans l'alimentation, voilà, donc comment on peut voir, on parlait ce matin de la transmission verticale et horizontale, enfin, si tu peux... Oui. Mais d'abord, je voudrais vous dire à quel point moi j'ai trouvé le film magnifique, vraiment, et il est à la fois, il est tellement riche, parce que quand on connaît un peu la Mongolie, dans les petits détails, on va trouver énormément de choses dans ce film, vraiment. C'est un vrai film d'ethno, quoi. J'ai trouvé. Après, c'est aussi un film qui est généreux, comme l'hospitalité mongole, on va dire. Vraiment, c'est un film très généreux. Voilà. Alors, concernant la transmission, c'est vrai que c'est un film, vous avez déjà dit beaucoup de choses, hein, tous les trois, mais c'est un film qui nous permet vraiment de réfléchir au processus de transmission. Il y a... Comment se passe la transmission? Est-ce qu'il y a des risques de perte de sens?
dans la transmission. Moi, c'est un peu ça c'est la question que j'aimerais vous poser. D'ailleurs, est-ce qu'il y a il y a des risques de perte de sens? J'avais utilisé ces mots ce matin de transmission verticale, horizontale, parce qu'il me semble qu'il y a une transmission verticale qui est entre générations, et puis cette transmission horizontale que vous souhaitez on va montrer, c'est-à-dire dans le cadre de la mondialisation. Enfin, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on garde d'authentique, entre guillemets? Qu'est-ce qu'on change? Parce que, dans le fond, cette pratique individuelle dont vous parliez tout à l'heure, ça devient une pratique collective dans le cadre des concerts qui n'a plus rien à voir, finalement. Que devient le rapport à la nature? Si cette musique est inspirée du rapport à la nature, que devient... Donc, il y a un autre point que je trouve intéressant, c'est à partir du moment... on sait que c'est une transmission orale. À partir du moment où c'est une transmission qui devient... pas figé, mais d'une certaine manière, quand même, par l'écrit ou par le disque, est-ce qu'il n'y a pas un risque de muséification, dans le sens où c'est vrai que cette transmission orale, elle est vivante tout le temps, elle bouge en fonction des individus. Est-ce qu'il n'y aura pas un modèle après? On aura le disque, on a les disques, et puis on va avoir un modèle, et on va vouloir se conformer au modèle. Enfin, moi, c'est un peu ce que j'ai vécu dans les travaux que j'ai faits sur la transmission en Mongolie. Je trouve qu'il y a un moment où c'est vrai que quand quelqu'un d'autorisé, enfin en tous les cas qui est reconnu comme ayant la compétence, va publier ou va écrire quelque chose sur un sujet, eh bien, il devient le garant de la tradition. Puis on a l'impression qu'après, la tradition, c'est ça, et c'est pas autre chose. Voilà. Donc sur les risques de muséification. Sur la question du secret aussi, je voulais vous demander comment vous voyez les choses, parce qu'ils ont l'impression, enfin ils nous expliquent que c'est quelque chose qui est secret. En même temps, c'est très intéressant au début quand on les voit dans le laboratoire avec les IRM et ça. Ah oui, mais alors on va découvrir ce qu'on a dans le cerveau, quoi, et c'est peut-être pas ça qu'il faut. Oui, mais si on veut transmettre, c'est peut-être ça qu'il faut. Donc je trouve que ce débat-là, il est aussi intéressant. Est-ce qu'il reste encore? Puis bon, tu avais introduit la chose avec le secret. Je sais plus. On a introduit le mystère, le secret du Rumi tout à l'heure. Voilà, donc c'est toutes ces questions. En fait, il y a beaucoup de questions qui arrivent comme ça un peu en vrac, mais qui prouvent que le film est très très stimulant pour penser justement cette pratique. Et voilà, donc je ne sais pas trop ce que j'avais pris plein de notes. Je vais passer peut-être la parole à mon... Enfin, je ne sais pas. Vous allez peut-être répondre. Je sais pas. Je réponds en version courte, si vous voulez, mais il faut nous dire, parce que... Ouais, 10 minutes. très très rapidement. En fait, effectivement, certains souhaitent garder le secret, d'autres se livrent avec intérêt aux expériences en laboratoire avec le Gypsalab. En fait, en 2013, quand j'ai fini ma thèse, j'allais pour la première fois en Mongolie sans projet. C'est-à-dire, je vais enfin profiter de la Mongolie autrement. Enfin, c'est ce que je m'étais dit. Et puis, je rends visite à mon professeur Otsourine, et puis il me dit qu'est-ce que tu vas faire après ta thèse? Je dis déjà, là, je suis venu pour me reposer. C'est la première fois que ça m'arrive en X années d'aller-retour vers ce pays. Il fait non, mais si ça t'intéresse, moi j'aimerais que tu fasses les recherches qu'a fait Trang Quanghai dans les années 70 avec les technologies d'aujourd'hui. Et la même année, à la rentrée, en fait, le Gypsalab m'invite dans le séminaire de recherche pour présenter les résultats de ma thèse. Michel Castellango était là aussi, Nathalie Henrich-Bernardoni, et elles me disent, écoute, si tu es partant, on pourrait, avec toi déjà dans un premier temps, faire des expériences. On a le labo à disposition, le CHU à Grenoble, et on pourrait avancer comme ça ensemble. Et je leur dis, écoutez, moi j'ai un professeur en Mongolie qui est intéressé pour se livrer à ce type d'expérience aussi. Donc attendons de voir. Parce qu'évidemment, c'était sur la base du bénévolat. Les musiciens, je n'allais pas pouvoir les inviter comme ça pour faire ces recherches. Donc on a attendu, et donc il y a eu l'opportunité de cette tournée. On était en Isère avec 5 jours off.
logés à Kermaling. Donc je leur ai dit, là c'est l'occasion, et on a proposé, et donc 6 d'entre eux étaient volontaires pour faire l'expérience. Ça s'est fait comme ça, alors que d'autres au contraire non. C'est un secret. Donc c'est le maître Toivgo qui dit ça au début du film, et qu'on voit transmettre par la suite justement dans l'Institut Kermaling. Et sa technique de transmission est intéressante, c'est-à-dire que lui n'explique pas. On reproduit le son et on doit comprendre de nous-mêmes. Ça, c'est la base de la transmission orale rurale de cette pratique. Et donc, on était quand même dans des ateliers découvertes pour les Occidentaux ici. Et donc, au bout de 3/4 d'heure, sans explication, les gens commençaient à avoir la gorge rouge, ça grattait, ça picotait. Donc, moi, je voulais jouer la carte de la rencontre. Si vous aviez été chez lui, ça se serait passé comme ça. Donc, je ne traduisais que ce qu'il avait à dire. Donc, il disait, écoutez-moi, faites comme ça. Puis au bout d'une demi-heure, mettez vos lèvres comme ça. Au bout de 3/4 d'heure, mettez la langue comme ça. Et en fait, ça a duré 2 heures. Les participants n'ont fait qu'un seul son. Donc nous, avec notre vision très occidentale des choses, on aime souvent avoir la réponse avant d'avoir essayé. Là, c'était super dur. Mais tout ça pour vous dire que cette transmission, justement, elle est énigmatique. Et c'est ce chemin énigmatique qui fait aussi la diversité et la richesse des pratiques du komi. Parce que moi, mon maître, la première fois que je l'ai vu, il m'a dit, quand tu sauras chanter plus fort que le vent, tu reviendras me voir. Et c'est une vraie invitation à expérimenter, chanter plus fort que le vent. Et donc, forcément, en se mesurant au son et aux forces de la nature, sans le savoir, on met tout en œuvre pour produire les bons gestes, parce qu'on force sur la voix, on pousse sur la voix, pour un jour plus tard produire les bons sons. Et en gardant cette relation avec l'environnement, typique en fait du fonctionnement des nomades, eh bien, on arrive à construire sa voix avec sa réalité physiologique, donc son propre son. Donc du coup, d'un individu à l'autre, forcément, ça sonne différent. D'où la diversité de cette pratique qu'on a voulu nous mettre en avant dans le projet d'anthologie, versus la version conservatoire des choses avec l'université d'arrêt de culture à Ulaanbaatar, où le professeur Otsurin a formé des étudiants qui sont absolument excellents et virtuoses, mais qui sonnent tous pareil. Et voilà. Et donc tout dépend de ce qu'on veut transmettre aujourd'hui. Mais moi, j'essaye vraiment en observant les maîtres, de voir comment ils travaillent. Ils m'ont passé la main par la suite, donc je transmets aujourd'hui. On a même monté un cursus de komi mongol dans un système de conservatoire, mais en gardant toutes les facettes et les énigmes de l'oralité. C'est ça qui est intéressant, pour faire en sorte que les individus trouvent leur propre voix dans tous les termes. Et ça fonctionne. Moi, je continue d'inviter des musiciens mongols. Tout va aussi pour transmettre avec moi. Ils donnent leur vision des choses. Et en fait, les élèves ne suivent pas un modèle, mais un chemin qui deviendra le leur. Et donc, on garde cette diversité. Mais c'est vrai que si on imite les tutos YouTube, etc., ce que certains élèves font, eh bien, on se retrouve à finir par sonner comme eux ou faire exactement comme eux. Et ça n'est plus vraiment la réalité de toute cette diversité. Alors, le garum de Loire. Le garum de Loire. Est-ce qu'il y a une diversité et un secret de la recette? Alors, on ne va pas parler du secret de la recette, on va parler de la rencontre. Et puis simplement, on va faire un documentaire. Hein, ça sera bien plus simple. Voilà, ce que je parlais de la rencontre. Je parlais aussi de l'incarnation. Je parlais surtout, enfin, je sais pas, j'aurais envie d'évoquer la sincérité. Il y a eu tout un travail que vous avez fait, que vous avez bien, que vous avez développé. Mais à un moment donné, vous prenez le temps avec chacun d'aller leur porter un truc. Et ça, c'est essentiel. Ça se fait à la fin, mais ça devait être deviné au départ de ceux qui vous ont fait confiance, que vous auriez la sincérité et l'honnêteté de le faire. Et que vous n'étiez pas dans un rapport de profit, etc., ou de prédation, d'exploitation. Donc, quand on va faire le documentaire sur le Garum, une utopie réaliste, on abordera ces questions-là, parce que sur les histoires de transmission, il y a l'envie de transmettre et tous les questionnements qui sont doit-on dévoiler les secrets, etc. Mais il y a aussi, il faut qu'en face, il y ait des gens qui aient envie d'apprendre. Alors, je vais
il y a une chose qui va me paraître importante, signifiante, significative. C'est à un moment donné un petit passage de Jules Moisan, qui a peut-être fait par YouTube, je ne sais pas comment il a appris. Il se trouve que c'est un musicien, c'est un curieux, c'est un gars qui est en rapport avec l'écoute de la nature, et c'est aussi ce qui fait peut-être notre universalité, qu'on soit des steppes de Mongolie ou des Landes de Bretagne, pour se mettre à l'écoute et essayer de retrouver ce rapport humble à la restitution de ce qu'évoque la nature. Alors, puisque le temps nous est compté, puis que vous avez encore des choses à nous proposer, et ben peut-être qu'on peut écouter Jules un moment, et je rends l'appareil. etc., et les rythmiques cavalières. Et là, c'est ce qu'on appelle du chant de gorge. Contrairement au chant diphonique où on a un bourdon et un son qu'on module, là, il chante, donc il module sa voix et pas le son de sa voix. Donc il chante, mais avec une certaine gutturalité. Donc avec une pression qu'on appelle le chara et l'autre qu'on appelle khadrila. Et c'est proche des phases d'installation du chant diphonique mongol, mais c'est une forme de chant vraiment en tant que tel, que les Mongols utilisent aussi. D'ailleurs, il l'a plutôt bien apprise, parce que je reconnais vraiment l'identité vocale de l'Altaï, mais dans des échelles et des sonorités qui sont plus proches de ce que font les Kazakhs et les Altaïens, pour le coup, de l'autre côté de la frontière. Mais on n'est pas loin. Ouais. Peut-être on peut faire quelques questions de la salle. Moi, je suis très curieuse de savoir qu'est-ce que ça fait de provoquer des sons pareils. Qu'est-ce que ça fait à qui? À la personne qui le fait en fait, pour toute personne qui s'intéresse à cette technique vocale, ça a un certain nombre de bénéfices sur la voix et sur le corps. Alors ça, en fait, c'est ce que je vous raconte là, c'est le résultat d'observation. Les maîtres mongols vont simplement vous dire que ça fait du bien. Ça s'arrête à peu près là au niveau des explications. En fait,
Ça augmente les capacités respiratoires à bien des égards. Donc pour les gens qui veulent chanter, c'est tout à fait intéressant de pouvoir tenir longtemps, évidemment. On gagne de la confiance en soi, parce que le corps vibre de partout, selon les techniques, aigus, médium, grave. Le corps est très très impliqué. On a une perception accrue, en fait, beaucoup plus fine. On se met à entendre des sonorités, en fait, qui étaient là, mais qui étaient tout à fait masquées, en fait, par notre culture de l'oreille et notre ouverture de l'oreille, tout simplement. Donc, par exemple, là, vous voyez, il y a une soufflerie depuis tout à l'heure. En fait, moi, ça ne me gêne absolument pas. C'est le genre de son, les buzz de radiateurs, les buzz de filaments d'ampoule, enfin, tous ces sons électroniques un peu industriels. Ça devient, en fait, une réalité sonore, une présence qui est là, la machine du voisin au troisième qui tourne, elle fait des harmoniques, le marteau-piqueur dans la rue. Enfin, tous ces sons-là deviennent une réalité tout à fait différente, quasiment symphonique. Vous allez vous mettre à entendre... Enfin, moi, j'entends les harmoniques des gens quand ils parlent, si vous voulez. Si on prend le café tout à l'heure, on parlera tout à fait normalement, on discute. Mais je veux dire, l'oreille, il suffit d'y prêter attention, et à un moment donné, ça nous emmène très très loin dans une écoute de sons extrêmement aigus, parce qu'on apprend à entendre au-delà des 15 000 Hertz. Donc c'est très aigu en fait. Pour nous, ça ressemble à des sons de souffle, des grésillements. C'est très difficile de décrire le timbre, mais on est attentif à beaucoup plus de sons. Et donc, on peut chanter plus juste aussi, quand on revient à une conception plus classique, entre guillemets, du chant. Ça a des bienfaits aussi sur l'oreille, au niveau de l'audition. Dans des enseignements qu'on a donnés ici, on a vu des personnes appareillées depuis fort longtemps qui, momentanément, n'avaient plus besoin de leurs appareils. Donc il se passe des choses parce qu'on apprend à écouter la voix et le son par la matière, pas par les notes. Et donc on rentre dans une écoute très très fine, ce que j'expliquais. Donc il y a des gens qui peuvent parvenir à retrouver des fréquences. Alors je ne sais pas sur quelle durée, ça j'ai pas eu la chance de le mesurer, mais là il y a des choses très très intéressantes aussi à creuser. Il y a eu des personnes avec des acouphènes, ils ont réussi à baisser la hauteur, donc à avoir une vibration d'oreille moins gênante. Des choses comme ça, et puis des personnes timides par exemple, donc qui n'ont pas du tout de grave dans leur voix, qui parlent vraiment du haut de la poitrine, après un week-end diphonique, ils ont des basses bien présentes, quoi. Il se passe beaucoup de choses, et donc oui, ça fait du bien, mais effectivement après, vous avez peut-être lu des choses sur cette musique, non, ou vu des choses, non, pas plus que ça, parce que voilà, il y a tout un imaginaire qui a été reconstruit autour de cette technique vocale, sous le terme plutôt de chant harmonique, dans lequel les Occidentaux ont associé ça à des pratiques de yoga du son, des pratiques chamanico, trans, etc., en faisant des ponts, des projections sur la Mongolie, qui ne sont pas du tout des réalités autochtones, en fait. Et il y a sans doute plus de monde en Occident à pratiquer ces formes-là, qui ne sont pas du tout, on va dire, artistiques, associées à la pratique d'un répertoire, voilà, d'une transmission profonde, mais plutôt d'une pratique vibratoire de la voix, qui ont créé une tradition vraiment parallèle, en fait. Et il y a vraiment plus de monde à connaître ces formes-là, en pensant que c'est originaire de Mongolie, ce qui n'est pas forcément le cas, c'est plus l'objet d'une réinvention, plutôt que de musiciens autochtones à pratiquer la tradition avec son répertoire. Voilà. Si je peux ajouter quelque chose aussi, c'est que dans la réalité autochtone en Mongolie, le chant euphonique, il a aussi une dimension spirituelle. C'est-à-dire que, par exemple, tout à l'heure, Isabelle parlait de contexte rituel, par exemple, qui accompagne la pratique. Oui, ça existe. Par exemple, parce que la mode de vie nomade traditionnelle pastorale en Mongolie, c'est vraiment lié très fortement, intrinsèquement avec la nature et l'environnement. Et donc, avec cette vision, en fait, on considère tout ce qui est dans la nature à une âme, en fait, c'est vivant. Donc, il y a des esprits de maîtres de lieux qui sont spécifiques à des montagnes, à de l'eau, etc. Et quand on passe dans la nature, on a cette pratique de tout spontanément faire une offrande vers la nature. Donc, cette offrande peut être manifestée par différentes formes, avec de la petite nourriture, par exemple des tsaraïdés, les produits laitiers, etc. Ou alors de petites libations, du lait ou alcool, ou alors par le chant. Donc, nous-mêmes, quand on était
était en terrain avec des différentes défonneurs, des maîtres mongols. On a témoigné en fait ce genre de pratique. Par exemple, quand on passe sur une très grande montagne, pour la cairn de la montagne, en fait, Singdorch, l'un des grands maîtres, il va prendre sa lutte, Tafshur, et il va faire un chant diphonique avec la louange de l'Altaï, en fait. Donc ça, c'est une réalité qui existe aussi. Oui. Juste une petite anecdote pour apporter un autre regard. Qu'est-ce que ça fait au corps pour certains diphoneurs? Ça commence par avoir le corps qu'il faut pour diphoner. Il faut être costaud, il faut être fort. Pour une certaine école de diphoneurs, ça commence par là. Oui, alors ça c'est une certaine vision et une image que des maîtres veulent véhiculer. Et d'ailleurs, dans Maître de chant diphonique, donc le film 10 ans avant, il y a toute une séquence où mon maître Tsarandavas sous la yourte me dit bon, maintenant le son que tu fais c'est bien, mais maintenant va falloir que tu grossisses un peu. Et il me demandait d'avoir une brioche de 20 cm de plus, etc. Et on le voit à côté, donc lui à 50 ans, bien assis et faire un son. Et donc c'est la question que je me posais à l'époque, est-ce que je passerais le cap ou pas? Et parce que je connaissais d'autres maîtres qui étaient tout à fait fins, en fait, sveltes, et qui avaient aussi une puissance harmonique, gutturale importante. Et donc, c'est quand même assez relatif. Voilà. Et en fait, au bout de quelques jours, on peut déjà parvenir à faire des sons tout à fait intéressants, convenables, sans forcément chercher. Mais c'est vrai que ce qu'ils disent par là, c'est que ça demande une implication du corps très, très importante. À la fin d'un souffle diphonique, si on n'a pas la sensation d'avoir donné quelque chose, d'être fatigué, c'est qu'il manque quelque chose pour participer à bien faire le son. Donc le corps est très très impliqué. C'est épuisant en fait d'en faire toute une journée comme ça. Je tenais à vous remercier pour ce film. Moi je voulais passer, parce qu'on parle de chant de berger, on parle de pratique orale, de transmission orale. Est-ce que des liens peuvent être tissés, ou est-ce que vous tissez des liens avec des chants plutôt proches d'ici, des chants béarnais, des chants basques, des chants corses, des chants bulgares? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être mises en parallèle, ou est-ce que du coup le chant diphonique nous permet de voir certaines différences par rapport à ces cultures, ces chants-là, ces pratiques-là qu'on a ici? Alors moi dans le cadre de mes recherches à l'époque, j'ai surtout fait le parallèle avec d'autres pratiques pastorales dans la région élargie en fait. Voilà, donc voir ce qui se passait aussi en Sibérie, en Asie centrale, donc dans des pratiques, on va dire, des situations cousines. J'ai pas eu le temps d'aller plus loin et j'aimerais. Après, j'ai eu l'occasion de côtoyer des musiciens de Sardaigne, en fait, des chanteurs sardes, et même de faire un projet de rencontre des diphonies mongoles avec la polyphonie profane et sacrée de Sardaigne il y a très longtemps. Et effectivement, ce qui est intéressant de voir, c'est que chez les Sardes, dans le cadre de la polyphonie profane, donc à tenore, eh bien, il y a deux techniques en fait gutturales de la voix, de bourdon, pour accompagner les accords de la polyphonie, qui sont à peu près la même phase d'installation que les fameuses voix pressées gutturales qu'on a entendues dans le chant là, avec la dombra en fait. Voilà, ils vont chanter avec cette gutturalité là, une qui est médium et très resserrée en fait au niveau de la contraction du larynx et du pharynx, et une autre oh, voilà la profonde, beaucoup plus grave, beaucoup plus relâchée, raclée en fait comme on dit, et ça c'est un point commun. Et a priori, il n'y a pas eu de lien d'échange historique entre les Sardes et les Mongols, ou alors on n'est pas encore au courant. Donc ça pose la question des universaux aussi, et dans deux contextes pastoraux, de montagne, l'un sur une île de la Méditerranée et l'autre dans les montagnes de l'Altaï, de l'ouest de la Mongolie, eh bien, en situation pastorale, on peut être amené du coup à faire les mêmes sons. Donc oui, je me la suis posée rapidement en fait, mais on pourrait l'étendre à d'autres situations. Il y a plein de points communs, parce que toutes ces musiques-là pastorales, au-delà d'être un passe-temps aussi pour les bergers, c'est aussi une manière d'être là, d'être connecté à la nature et l'environnement de façon générale. Voilà, mais le point, la ligne directrice, c'est la Sardaigne en fait, voilà, dans ce que j'ai pu observer. Mais il y en a d'autres. Enfin, je veux dire, dans les musiques traditionnelles, en général, il y a beaucoup de présence de bourdons,
à partir duquel ou sur lesquels on va jouer simultanément une mélodie aussi. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve sur plusieurs continents. Enfin, il y a plein de pistes à creuser, en fait, évidemment. Ouais. D'un collègue ethnomusicologue. Merci. J'ai deux questions, mais je pense qu'il y a d'autres questions, donc je pose les deux. Après, tu peux peut-être répondre. Par rapport à ce que tu disais pour cette fascination qui peut exister ici en Occident, je voulais savoir, est-ce que le fait que, pas seulement que ça, c'est quelque chose qu'on nous, ici en fait en tout cas ça n'existe pas, est-ce que le fait que c'est quelque chose qu'en musicologie aussi ça existe dans un certain degré, que là par exemple la polyphonie, c'est quelque chose, une version plus élaborée de quelque chose qui peut être monodique ou homophonique, etc. Est-ce que là, est-ce que ça joue à ton avis, le fait que ça c'est polyphonique, il y a plusieurs voix, pas seulement qu'une personne qui est en train de faire, mais c'est une tradition avec plusieurs voix. Est-ce que ça aussi, ça peut être, ça joue dans cette fascination qu'on peut avoir? Et j'avais une deuxième question aussi, c'est par rapport à cette inscription sur le patrimoine culturel du PCI, bon, c'est vrai que c'est relativement récent, mais je veux voir avec un peu de recul comment tu le vois, parce que c'était quand même, comme tu expliques, par hasard un petit peu, où tu étais ramené 15 jours avant. Mais moi j'ai d'autres exemples, travaillant sur les luttes en Asie centrale, c'était 4 mois plus tard qu'ils m'ont contacté, les musiciens, pour dire maintenant c'est sur la liste PCI, si tu veux, ça t'intéresse. Bon, c'est que comment ça se fait qu'encore aujourd'hui, bon, je regarde un petit peu, il y a consultation des chercheurs, c'est pas prioritisé en tout cas par UNESCO. Ils étaient tellement dans cette vision de communauté locale, etc., qu'ils ont fait un peu trop, donc je trouve, et que c'est qu'il y a vraiment zéro consultation des spécialistes, des ethnomusicologues qui ont travaillé sur cette tradition-là. Donc heureusement que tu étais consulté, mais je voulais savoir comment tu peux expliquer un peu maintenant aujourd'hui avec un peu de recul par rapport à cette inscription, comment tu l'as vécu en tant qu'ethnomusicologue et quelqu'un qui connaît cette tradition. Bon, excusez-moi. Tu compléteras. Ouais. Je vais répondre à la dernière question sur l'UNESCO d'abord. En fait, c'est de la politique culturelle, donc c'est lié aussi à l'argent et donc aux moyens mis en œuvre pour pouvoir documenter et donc réaliser ces dossiers et donc déposer ces candidatures. Donc a priori, il y a tout un terrain qui est fait au préalable, plus d'1 an à l'avance en général, même 2 ans à l'avance, pour pouvoir documenter ces musiques, recenser les communautés, les musiciens et appuyer scientifiquement en fait justement leur volonté d'inscrire cette tradition, de la porter à candidature, mais aussi de prouver sa diversité et son ancienneté. En fait, ce sont des facteurs importants parmi d'autres. Et en fait, il y a un programme qui est développé par une ligne directrice qui est développée par l'UNESCO. Ça, Nomin Dari pourra mieux répondre que moi dans la mise en œuvre. Une conduite à suivre en quelque sorte. Mais ensuite, la réalité locale, c'est que ce sont les communautés qui doivent avoir envie de porter le projet. Mais ensuite, c'est repris par des agents en fait, du ministère, les agents de la Commission nationale de l'UNESCO, etc., locales. Et donc, ça, c'est en fonction des moyens du bord, parce qu'il y a des pays qui sont mieux dotés au niveau culture que d'autres, et donc ils auront plus ou moins les moyens de financer cette phase de documentation, d'exploration, puis ensuite de rédaction, pour que ça devienne un texte fort qui présente justement l'ensemble, toutes les facettes de l'ensemble de cette pratique, puisque c'est le projet. Et donc selon les pays, selon les milieux, eh bien, c'est plus ou moins bien fait. Il y a la question justement de faire vérifier ça et confirmer ça par des experts. Autrefois, je sais que c'était quelque chose qui était systématique, faute de moyens dans la culture les dernières décennies, c'est de moins en moins le cas en fait, et on va plutôt faire confiance aux dossiers de base sans forcément s'en remettre à beaucoup d'expertise derrière. Ça, c'est un réel problème, ou alors il faudrait le faire de façon bénévole, donc autant dire qu'on n'a pas forcément toujours le temps, justement, parce que même si c'est un dossier de quelques dizaines de pages, ça implique une lecture extrêmement assidue et une connaissance très très précise de la convention aussi de 2003 de l'UNESCO. Voilà, mais je laisse Nomin Dari compléter cette réponse et on parlera de la polyphonie. En Mongolie, il y a peu de budget pour faire ça. Et du coup, effectivement, en fait,
l'implication de Joanie dans ce projet de constitution de dossier de candidature du chant duphonique, c'était un peu, comme il a mentionné, en fait, il a été appelé un peu à la dernière minute. On avait peu de temps, mais c'était peu de temps par rapport à la première envoi en fait de documents. Et après, voilà, c'est un travail de plusieurs mois qui continue, etc. Donc on a pu suivre les dossiers comme ça. Et effectivement, donc en fait, fin 2010, donc le chant duphonique qui est inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Donc c'était une très grande fête, fierté pour la Mongolie, sachant que en fin 2009, en fait, il y avait les premières inscriptions sur cette fameuse liste du patrimoine PCI de l'humanité. Et à ce moment-là, il y avait le chant duphonique qui vient de Chine qui a été inscrit, en fait. Donc ça a fait un énorme scandale. Et ça ne concernait pas seulement le chant duphonique mongol, mais aussi plusieurs traditions. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, donc à partir de 2008, en fait, pour la convention de l'UNESCO, juste une toute petite, très rapide historique. En fait, c'est une convention qui a été adoptée en 2003, qui a été ratifiée et qui est mise en œuvre à partir de 2006, pardon. Et à partir de 2008, en fait, 2009, c'était la toute première inscription qui ont été faites. Avant ces deux listes du patrimoine immatériel, il y avait aussi le programme de l'UNESCO qui met en avant, qui promeut en fait des différents éléments de patrimoine culturel immatériel et de l'oralité du monde entier en fait. Et donc ils ont fait en 2008, ils ont fait les anciennes proclamations de chefs-d'œuvre de l'oralité du monde international. Ils ont mis sur les listes du PCI de l'humanité. Et ensuite, en 2009, c'était la première inscription. Et donc, la Chine, par exemple, à l'époque, il faisait partie aussi ils faisaient partie ils étaient partie des pays qui étaient les plus informés en fait là-dessus. Donc ils ont fait, la Chine a proposé candidater une vingtaine d'éléments, dont il y avait le chant duphonique mongol, il y avait le manas, l'épopée traditionnelle de l'Asie centrale, Kirghizistan. Il y avait aussi une peinture traditionnelle bouddhique tibétaine. Il y avait aussi une danse traditionnelle de paysans coréens. Donc il y avait énormément d'éléments qui étaient chapeautés sous la parapluie de la Chine. Donc ça a fait vraiment beaucoup de bruit en fait au niveau international. Et en 2010, donc enfin la Mongolie a inscrit le chant duphonique. Donc c'était une très grande fierté, etc. Mais effectivement, quand on a commencé donc, le projet de l'anthologie et lors de phases de mise en œuvre de ce projet, on a observé aussi comment cette inscription a aussi apporté non seulement une fierté, mais aussi même des enfants en fait, du village de Chandman qui parlent « Oh, Khomi, c'est inscrit à l'UNESCO, c'est super, etc. » Donc ça a fait quelque chose, bien sûr, il y avait un impact. Mais ce qu'on avait un peu, on a aussi observé, c'est que, et puis ce qui nous a vraiment fait rédiger cette ligne d'éthique de notre projet d'anthologie, c'était aussi de mettre en avant la tradition vraiment liée avec la nature, en fait, c'est ce côté un peu authentique, parce que tellement le chant duphonique était tellement spectacularisé, les gens attendaient quelque chose de prouesses duphoniques, etc. Pas forcément, vraiment très très scénique en fait. Et donc l'idée, on a observé ce genre de pratique en fait qui même impactait la pratique rurale. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, l'école d'Oulan-Bator, elle est suivie par les bergers ou alors des centres culturels dans la campagne, etc. Donc, il y avait une menace de uniformisation de la tradition. Et on comprend aussi, ça ne concerne non seulement le chant duphonique, mais aussi d'autres traditions mongoles, en fait. Pardon. Oui. Bien. Oui, c'est bon, pardon. Bon, merci à tous et à toutes pour ce film et pour la table ronde. Moi, j'ai une question qui relève peut-être plus de la production de l'objet qu'à ce film documentaire. À la fin des crédits, j'ai relevé une mention. Les choix des réalisateurs évoquant la disparition de Papisan n'engagent pas les routes nomades. Alors, j'aurais voulu savoir si c'est possible, quels sont ces choix et quels sont les enjeux que ces choix soulèvent, ou est-ce que c'est simplement une mention formelle, en fait ? Vous pouvez me répéter la phrase parce que
les choix des réalisateurs évoquant la disparition de Papizane n'engagent pas les routes nomades, je crois. Route nomade, donc c'est Nomiko et Joanie. Je crois à l'époque on n'était pas tout à fait d'accord. C'est ça. Hein. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la disparition de Papizane était très récente quand les images on travaillait en fait sur le montage. Et culturellement, en fait, par rapport à la Mongolie, pour nous, c'était trop soudain pour lui rendre hommage. Et dans cette réalité-là aussi, qui était effectivement cette tournée, et puis quelques mois après, sa disparition. Et sur le coup, pour nous, c'était difficile de l'assumer. Alors qu'avec du recul, en fait, c'est un magnifique souvenir. Enfin, je veux dire, ce maître a toujours rêvé de jouer sur scène et à l'étranger. Il a eu des promesses dans sa jeunesse qui n'ont jamais été réalisées. On est arrivé avec l'anthologie au départ dans le projet de collectage, et dans un deuxième temps de tournée, on lui a proposé de venir. En dehors d'être allé en République de Touva en Russie, c'est la première fois qu'il allait en Occident en fait, et c'était, il l'a dit en arrivant, c'était la réalisation de son rêve. Donc nous on sait qu'il est parti avec ça. Et ce souvenir, et donc avec du recul on le vit très bien, mais sur le coup pour nous ça a été très dur à digérer, c'était une perte très importante en fait, humainement parlant, affectivement parlant, et pour l'histoire de cette musique. Ouais, voilà. Donc c'est vrai que sur le coup on avait souhaité mettre cette mention parce qu'on se demandait si en Mongolie les Mongols voyaient ces images-là, comment ce serait pris, parce que c'était encore très récent par rapport à cette disparition. Il se trouve qu'en fait, ça a été tout à fait bien pris, mais on ne savait pas à laquelle vitesse le film sortirait aussi, à quelle vitesse les Mongols le verraient. Il se trouve qu'il y a eu en fait du temps par rapport à tout ça, mais c'était c'est une simple mention d'usage. En fait. Je m'en souvenais plus du tout. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'échanges. Voilà, après c'est un choix de réalisation. Et justement, il y a des questions de transmission encore là. Moi, je voulais remettre en perspective un peu le film avec le thème transmettre. On a beaucoup parlé de diphonie, de pharynx, si je ne m'abuse. Donc, maintenant, il faudrait qu'on parle des pharynxeurs et des pharynxeuses. On n'a pas beaucoup parlé des pharynxeuses. C'eût été bien peut-être d'en faire un petit focus quand même sur ces femmes qu'on voit dans le film, mais plutôt à l'écart. Bon, il y a peut-être des choses culturelles qui se jouent aussi dans le rapport homme-femme et voilà, dans la tradition aussi là. Et je voulais raisonner sur transmettre, je crois, parce que vous en avez tous parlé, mais remettre au centre de la transmission quelque chose qui est de l'ordre du parcours en fait. De l'ordre de l'accompagnement et de l'exploration. C'est-à-dire qu'en fait, on ne transmet pas s'il n'y a pas une exploration, un accompagnement et un parcours ou une expérience. Et en fait, c'est hyper important ça, parce qu'en fait, c'est ce qui te fait dire qu'à un moment donné, en fait, la diphonie, c'est pas un truc uniforme, c'est des gens, et derrière des gens, des humains, des histoires de vie, des parcours, et donc là se joue l'histoire de la transmission. Mais effectivement, le maître machin et le maître chose n'aura pas forcément la même appréhension de la transmission. Moi, ça m'a beaucoup rappelé mon père qui me disait, qui était un artisan, je veux dire, voilà, plombier, chauffagiste, couvreur, zingueur, il faisait polyvalent en fait. Et quand j'ai commencé à être apprenti, j'ai commencé assez jeune, et quand j'avais 7 ans, et en fait, il aiguisait ma curiosité plutôt qu'il ne me montrait comment il fallait faire. Donc en fait, c'est comme si je vous disais, tiens, pour faire ça, en fait, il faut faire comme ci, comme ça, voilà, tac, tu prends ci, tu prends là, tu prends là. Vous n'avez rien vu. Ben non, parce que vous n'êtes pas déplacé dans l'espace et que vous n'avez pas fait l'effort de venir là pour voir ce que j'étais en train de faire. En fait, l'apprentissage, il est là, et la transmission, elle se passe là, et le secret, il est peut-être dans cette forme-là. Voilà. C'est pas forcément une question, mais une réflexion, en tout cas, sur la mise en perspective de transmettre dans ce film-là, mais dans les autres films, c'était aussi ces questions de cheminement, de parcours personnels qui en deviennent des parcours collectifs. Sur la pratique des femmes, il y a des diphoneuses,
il y en a moins que les hommes. On en parle rapidement dans le film à un moment donné où les maîtres de la période soviétique en fait disaient que si les femmes pratiquaient cette musique, elles pouvaient perdre leur fertilité. Donc il y avait cette espèce de doute, et surtout qu'on était en période soviétique. C'est quand même 70 années dans lesquelles il y a eu des interdictions sur les pratiques culturelles. Donc on ne sait pas à quel point il y aurait pu avoir une pratique auparavant qui aurait été interdite dans cette période, et du coup sur 3-4 générations en perte de vitesse, et qui a été reprise. Mes maîtres, Tserendava et Otsurin, disent être officiellement les premiers à avoir ouvert la pratique aux femmes au milieu des années 80. Donc déjà dans un mouvement où la Mongolie allait s'ouvrir, on arrivait vers le 1990 et le changement de régime. Ils disent avoir été les premiers à ouvrir la pratique aux étrangers dans cette même période, dans cette mouvance. Est-ce que c'est vrai ? Je ne sais pas. Elles ont peut-être pratiqué en secret. Enfin, toujours est-il qu'aujourd'hui, il y en a qui pratiquent au niveau amateur. J'en connais qui sont bergères, une qui est puéricultrice dans le désert de Gobi. Elle a un son remarquable, mais elle le garde pour elle. Enfin voilà. D'autres qui sont devenues professionnelles, diffonneuses fonctionnaires du théâtre national. Celle qu'on voit vraiment diffonner à l'écran en premier plan au milieu du film, Osro, qui vit en Allemagne et qui vit en partie, voire bien de cette musique, et elle le transmet aussi. Voilà, donc elles sont là. Dans les enseignements qu'on donne en Occident, c'est 50-50 pratiquement au niveau de la parité. Nous, le cursus qu'on a monté à Aubagne, j'ai plus de femmes que d'hommes, et la technique la plus grave, elles le font, celles qui ont appris, elles le font aussi bien que moi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de différence de genre pour apprendre cette technique dans les faits. Est-ce qu'on ne pourrait pas clôturer par une démonstration un petit peu Alors, oui, bah, si vous voulez, on peut. Oui. Ouais. Après, on peut. Il y a eu plein de questions en suspens. On peut en parler après tranquillement. Voilà. Voilà. Mais c'est vrai que quand on transmet, moi, ce que je raconte à mes élèves, c'est voilà. Tout ce que je vais vous dire, ça vient de Tranquangai, ça vient d'Otsurin, ça vient de Tserendava, ça vient de toutes ces histoires, de toutes ces rencontres dans la steppe. Et en fait, effectivement, on fait des sons ensemble, je leur montre des choses, et 4 ou 5 années plus tard, ils sont toujours à répéter les mêmes voyelles, les mêmes mouvements avec leurs lèvres, avec moi, alors qu'ils ont progressé, ils apprennent du répertoire. Et en fait, ils ne me posent pas plus de questions que ça, parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, même si dans cette transmission orale, il y a assez peu d'éléments pour apprendre cette musique, avec la digestion qu'on peut faire des informations qu'on donne au compte-gouttes, eh bien, en fait, ils prennent un certain recul et on revisite toujours sa voix de bien des manières, en fait, et on la redécouvre, je dirais pas en permanence, mais pendant très longtemps, en fait. Et donc, 5-6 ans après avoir commencé, on en reparle encore, on réessaye encore, et ça avance. Et il n'y a pas plein d'exercices comme une musique classique avec la méthode première année, deuxième année, jusqu'à 8e année, etc. Ça n'existe pas comme ça. Par contre, la manière dont on revoit le placement du bourdon, la position des lèvres pour faire ses voyelles, etc., elle n'est jamais exactement la même, et ça change pendant très longtemps. C'est un peu comme si on laissait notre vin se bonifier dans le temps, dans un fût, ou un bois d'instrument se bonifier aussi. Il sonnera mieux dans 10 ans que l'année de sa fabrication, quoi. Il y a de l'ordre, voilà, du façonnage, d'artisanat dans celui de sa voix pour faire ces sons-là. Voilà.